Binge Audio. Prendre soin de soi. En voilà une bonne idée. Plus qu'une idée, c'est même un concept politique d'importance, développé par l'afroféministe Audre Lorde. C'est elle la première qui a expliqué que, notamment pour les femmes racisées ou discriminées, prendre soin d'elles-mêmes était un acte politique radical. Un truc punk, un truc révolutionnaire. Un gros fuck à la société qui dirait « Je vais m'accorder la valeur que tu me refuses ». Je suis un peu plus d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on s'est un peu fait arnaquer en route. Le hashtag self-care, c'est maintenant un des plus populaires sur Instagram, avec 18 millions d'occurrences par jour. Et le self-care, le développement personnel, c'est un peu devenu la réponse à tout. Ton appart est en ruine ? Aime-toi toi-même. Ton mec te largue ? Prends un bon bain moussant, chouchoute-toi. Ton entreprise fait faillite et ne te paye pas ? Prends conscience de ta valeur intérieure. Quand j'ai perdu mon père, je ne sais plus combien de fois, on m'a conseillé de me mettre au yoga. C'est d'ailleurs une blague qu'on se fait entre nous, les endeuillés. On se dit, sinon, t'as pensé au yoga, rapport au nombre de fois où on nous a fait cette suggestion. Le pire, c'est que je l'ai écouté, ce conseil de débilos. Je me suis donc retrouvée là, les yeux rougis en legging Galaxy, avec un encens imblairable à la rose qui me piquait le nez et une prof insolente de beauté et de vitalité. Chien tête en haut, chien tête en bas, qu'elle disait. On inspire de l'amour, on expire de l'amour. Ah ouais ? Parce que moi, cocotte, à cet instant, j'expire de la rage, j'expire de la colère, j'expire de la tristesse. Mais ton amour, franchement, je sais pas où il est. Namasté, elle a continué, les mains jointes en prière. Namasté ? Non mais namasté ta mère. Je suis mauvaise, mais ça me fait du bien. Parce que dans le fond, je sais que vous comprenez. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec le self-care, avec l'amour de soi ? Est-ce que c'est pas devenu une excuse pour glorifier un monde de plus en plus individualiste ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire en vrai, prendre soin de soi et prendre soin des autres ? Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi ? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Mes chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous allons passer la prochaine heure ensemble et je m'en réjouis. Chaque semaine, nous nous réunissons pour tenter de répondre à une question. Cette semaine, nous nous demandons si le self-care, ce ne serait pas l'arnaque du siècle. Avec moi, pour tenter de répondre à ces questions, j'ai l'immense joie et l'immense honneur de recevoir Christophe André. Christophe André, vous êtes médecin psychiatre, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation psychologique et de très très belles chroniques sur France Culture. Votre dernier livre s'appelle « Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne ». Bérangère Krief, vous êtes comédienne et humoriste. Votre dernier spectacle, très beau et poétique, s'appelle « Amour » et il y est question de l'amour qu'on porte aux autres, mais aussi et surtout de l'amour que l'on se porte à soi. Et Samuel Doc, vous êtes docteur en psychopathologie et auteur de plusieurs ouvrages, dont L'éloge indécent de la psychanalyse, et votre petit dernier s'intitule Les chemins de la thérapie. Alors j'ai une première question à vous poser à vous trois, et j'ai pas envie de tourner autour du pot, donc ma première question, ça va être, est-ce que c'est difficile de vivre ? Oh waouh. Bérangère Krief. C'est difficile de vivre, ça dépend à quelle époque, mais en ce moment, je trouve qu'il faut beaucoup de ressources intérieures pour vivre, traverser en fait la vie. Je trouve c'est traverser. Là, il y a plein d'obstacles. Des fois, c'est un petit chemin de campagne assez fluide. Et puis là, il y a plein de trucs, mais il faut continuer, quoi. Alors du coup, je sais pas, j'ai l'impression d'être en philo. Voilà, j'ai combien de temps là pour répondre ? C'était un petit peu fait exprès. Mais votre dernier spectacle, il s'appelle donc Amour. Pourquoi ?
Parce qu'il réunissait en fait le sujet principal c'est l'amour sentimental. Je raconte ma plus grosse rupture, l'annulation de mon mariage, le fond du gouffre, comment je m'en remets, mon premier stage de développement personnel, mon voyage solo en Australie, et en fait ça traverse aussi l'amour de ma famille, l'amour romantique, l'amour qui fait mal, l'amour de soi en fait que j'ai rencontré sur la route grâce à cette rupture. Et donc c'est le mot qui réunissait tout et qui me paraissait le plus simple. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Christophe André, est-ce qu'on peut séparer l'amour qu'on porte aux autres et l'amour qu'on porte à soi ? On peut le séparer. Après, je crois que c'est l'enjeu du débat que nous allons avoir. C'est-à-dire, est-ce que toutes ces questions de développement personnel n'ont pas d'autre but finalement que d'être tourné vers l'individu seul, ou est-ce qu'il faut qu'il prenne en compte l'écosystème relationnel de la personne ? Donc évidemment, on est tous bien d'accord pour dire que le développement personnel axé sur l'ego, c'est une erreur profonde, mais on est tous aussi d'accord pour voir que c'est quand même la tournure que sont en train de prendre les événements dans ce monde-là. Donc non, normalement, il y a cette interdépendance entre moi et les autres que je ne devrais jamais oublier. Tout ce que je suis, je le dois à d'autres. Tous mes succès, je les dois au moins en partie à d'autres. Mes échecs aussi, parfois. Samuel Doc, le self-care, comme je le présentais en introduction, c'est à peine caricaturé. Est-ce que c'est une façon de glorifier l'individualisme dans notre société ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai été vraiment conquis par votre introduction que je trouve absolument remarquable, de justesse et d'humour, il faut le dire. On est souvent invité, je pense, dans des émissions, et je trouve que vous donnez une vision particulièrement juste d'un problème extrêmement complexe. Vous avez évoqué le facteur politique, vous avez raison, le développement personnel, le prendre soin a pu participer à un moment donné à l'émancipation de l'individu. Mais aujourd'hui, et le philosophe Théodore Adorno le constatait déjà dans l'après-guerre, c'est un autre mouvement qui est en train de s'opérer. Je crois qu'aujourd'hui, l'individu se retranche en lui-même. C'est exactement ce qu'ont voulu dire Jean-François Lyotard ou des penseurs comme Gilles Lipovetsky qui ont désigné ce mouvement par lequel des individus, après avoir désinvesti le champ politique, le champ religieux, se sont tournés vers eux-mêmes, ont foré, ont creusé vers ce soi-même qui est une entité pourtant mouvante, indéfinie, qui vit, et il faut le définir. Mais qui sommes-nous en fait ? Est-ce qu'on peut nous enfermer dans une définition unique, sous un mot unique ? Le sens, est-ce que ce n'est pas finalement une dynamique, un mouvement ? Et est-ce qu'on ne s'aliène pas en cédant à ces méthodes, à ces recettes qui nous prétendent trouver un bonheur et nous circonscrire à un seul thème, à un seul mot. Donc bravo pour cette belle introduction. Pourtant, Bérangère Krief, vous racontez dans votre spectacle que votre stage de développement personnel, alors vous en riez, vous devez garder une bougie la nuit et il faut tout faire pour pas qu'elle s'éteigne entre 2 et 4 heures du matin, un truc comme ça. Mais pourtant, vous avez quand même une révélation à cet instant. Oui, non, l'exercice de la bougie, donc il fallait prendre soin d'une bougie pendant 2 heures, donc chacun à son tour pendant donc 50 heures. On était tous là avec notre bougie, donc qu'on se passait. Et il fallait en prendre soin et je comprenais pas l'angle de l'exercice. Et pendant l'exercice, enfin qui m'a vraiment agacée. Je me suis retrouvée au milieu de la nuit, toute seule dans le jardin en Ardèche avec ma bougie, à me dire mais qu'est-ce que je fous là ? Moi je devrais être en train de boire des mojitos sur une plage. Qu'est-ce que je fais là en fait ? Et je sais pas comment, mais m'est venu quand même le moment de me dire peut-être que si cette bougie c'est moi, j'ai pas trop de plaisir à être avec moi, quoi. C'est quand même le résultat c'est que ça m'agace. Et je me suis dit c'est quand même très triste en fait d'être agacé par soi-même. Et c'est là que j'ai compris que j'avais une relation à tisser avec moi et qui n'est pas que le centre de ma vie. Alors j'ai traversé des étapes et je trouve qu'aujourd'hui dans l'introduction que vous faites, c'est vrai que j'ai pratiqué le développement personnel comme avec soif d'apprendre parce que d'un coup je découvrais tout un nouveau continent et donc il y avait plein de choses à voir, des endroits, etc. Donc j'étais très tournée sur moi-même et puis maintenant que ça va un peu mieux, que ça s'équilibre un peu mieux, effectivement quand je vais pas très bien et que je vais sur Instagram et qu'on me dit de faire du yoga ou de méditer et tout et que j'ai tout sauf envie de faire ça, je me dis ah oui, il faut faire attention quand on dit aux gens faites ci, faites ça, parce que cette relation, elle se construit au fur et à mesure du temps et parfois, oui, il faut céder à la colère. Parfois, il faut céder aussi à des choses un peu plus sombres aussi.
Moi, pendant le Covid, j'ai vraiment visité tout mon dark side. Vraiment, ça a été une grande visite à l'intérieur des terres, de la colère et de la tristesse. Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse avec, en fait. On peut pas vivre tout le temps. Et puis, c'est aussi le travers du développement personnel je trouve que quand je rencontre des gens qui me disent, alors là, du coup, je repars dans des trucs. Je dis, oui, mais la vie, ça va être des forêts sombres, c'est Blanche-Neige. Et puis après, tu sors, et puis il y a une autre forêt. Et le développement personnel n'est pas un grand continent paradisiaque où il se passe jamais rien, en fait. Et du coup, faut dealer avec ça. Il y a un vrai équilibre à La trouver. vie, c'est des forêts. J'aime beaucoup cette expression. Christophe André, vous êtes d'accord? La vie, c'est des forêts? La vie, c'est beaucoup d'ennuis, beaucoup de souffrances, et puis à la fin, on meurt. Donc, évidemment... c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, c'est souffrir, vieillir et mourir, et voir souffrir, voir vieillir et voir mourir pas mal de gens autour de nous. Donc, si on n'intègre pas cette dimension, on est condamné à la fuite, à regarder ailleurs, ou à essayer de croire qu'on peut toujours être heureux et qu'on sera immortel, etc., etc. Ce qui est drôle, regardez ce qui s'est passé avant que cette pandémie ne déboule. Le dernier délire en date, avant le coronavirus, c'était le transhumanisme. Ne jamais mourir, toujours se réparer, voilà. Puis un petit virus déboule et il fout tout ça en l'air. Donc, je crois que ce qui est en train de se passer là, actuellement dans le monde de la psychologie et du développement personnel, alors on peut s'en moquer, c'est vrai que c'est un domaine où il y a tellement de choses risibles qu'effectivement, c'est très facile à critiquer cet univers, mais bon, comme à peu près tous les univers, dès qu'ils commencent à déraper. Mais par contre, ce qui me semble évident, c'est que grâce aux philosophes, d'ailleurs, c'est eux qui nous ont un peu ouvert les yeux, nous sommes en train de comprendre qu'il n'y a pas d'autre bonheur possible que ce qu'on pourrait appeler des bonheurs tragiques. C'est des bonheurs qui ont pris en compte la dimension tragique et douloureuse de l'existence. Et que c'est une fois qu'on a compris que toutes les fois où nous serons heureux, il y aura d'autres personnes dans le même temps qui seront malheureuses. C'est une fois où nous avons compris que tous nos bonheurs sont condamnés à disparaître, comme nos malheurs d'ailleurs, que nous pouvons prétendre accéder à une forme de développement personnel qui soit du côté de la lucidité et non de celui du déni et de l'aveuglement. Mais on met du temps, chacun individuellement et peut-être notre société tout entière à admettre ça. C'est très beau ce que vous décrivez, mais j'ai l'impression que c'est aussi une forme de sagesse aussi Non ? C'est pas ça la définition de la sagesse ? Oula, la définition de la sagesse, il y en a beaucoup. Non, la sagesse, elle a été étudiée aussi dans le monde de la psychologie, du développement personnel, etc. Mais c'est les philosophes qui nous donnent les meilleures définitions de la sagesse. Comte Sponville, par exemple, dit la sagesse, c'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. C'est-à-dire, c'est s'efforcer d'être aussi heureux que possible. Je crois que c'est aussi s'efforcer de rendre les autres heureux, parce que d'être heureux tout seul, c'est pas très drôle, mais avec autant de lucidité également que possible. Et la lucidité, effectivement, c'est voir également tout ce qui cloche, tout ce qui ne va pas et faire avec, se débrouiller avec ça, ou si on ne peut pas le changer. Si on peut le changer, c'est encore mieux. Alors, c'est très intéressant que vous parliez du fait de pouvoir justement changer les choses, parce qu'un reproche qu'on fait souvent en développement personnel, c'est celui d'éloigner de la politique. Prenons par exemple un cas d'une personne qui aurait des souffrances dans son travail. Si cette personne se focalise uniquement sur le développement personnel, elle va se dire « je suis pas assez performante, je suis pas assez adaptée, je suis pas assez moderne ». Ou plutôt, au lieu de se rendre compte que peut-être il ou elle est discriminé, ou plutôt que d'aller se syndiquer ou de se battre pour obtenir de meilleurs droits. Samuel Doc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un danger du développement personnel ? Ça fait partie des dangers du développement personnel, effectivement, de dépolitiser et désidéologiser des choses qui sont éminemment politiques et éminemment idéologiques. Dans cette société de jouissance, performance, brillance, on nous demande, et Bérangère, vous le décrivez très bien, d'avoir des petits gestes qui pourraient complètement changer le monde. Voilà, vous donniez l'exemple du yoga, de la méditation, mais il faut bien se rendre compte que les gens vivent des épreuves, et ça, Christophe André le dit très
très bien. Déjà, être humain, c'est pas simple. Vivre dans un monde marqué comme le nôtre, c'est pas simple non plus. Ce sont des problèmes complexes et ce ne sont pas des méthodes simples qui peuvent les résoudre. Là où je partage pas tout à fait l'opinion de Christophe André, c'est que je suis défavorable au fait de lier la psychologie avec le développement personnel. Pour moi, d'un côté, on a des professionnels qui sont formés sur le plan universitaire et de l'autre, on a un continent, des forêts qui sont extrêmement confuses, troubles. Alors vous avez des coachs, souvent autoproclamés, des anciens traders pour la plupart du temps, des coachs, des chamans, tout un tas de gourous contemporains qui n'ont pas de formation, qui souvent, et je vous invite vraiment à ouvrir les livres, parlent de patients parce qu'ils s'estiment psychothérapeutes alors qu'il s'agit d'un titre réglementé. Donc on navigue complètement dans un flou juridique et ça me fait peur. Ça me fait peur lorsque quand je vais en librairie, je vois Namasté Cancer. Ça me fait peur quand je vais en librairie et que je vois... Ça existe vraiment. Ça existe. In Perine We Trust, Provoque ta chance. Et alors mon préféré, pourquoi penser nous rend manipulables? C'est-à-dire que face à tous ces agirs, on nous demande de ne plus penser, on nous demande de plus réfléchir, on nous demande de faire. Et en cela, je vous rejoins tout à fait, nous devons être adaptés. Donc voilà, plus que risible, moi je trouve que c'est un peu dangereux, cette littérature. Oui, d'ailleurs, la Mivilude s'inquiète de comment les nouvelles sectes recrutent beaucoup sur Instagram en prenant l'allure de mouvements de réflexion, coaching, cercle féminin, féminin sacré, crier à la lune, etc. D'ailleurs, Samuel Doc, ça me fait penser à une phrase dans votre livre que je trouve mordante à souhait, qui m'a bien plu. Vous écrivez « Envisager une psychothérapie serait probablement plus adapté à nos tourments qu'un câlin à un érable ou une interminable expiration en pleine conscience ou pas. Fait-on trop de câlins aux érables ?» C'est possible. En tout cas, je récupère en consultation beaucoup de personnes qui se sont fait avoir par le développement personnel, à qui on a promis la lumière, la clarté, le soi. Le soi, cette entité chimérique en constante redéfinition. Mais voilà, là, j'ai mis cette phrase humoristique, mais à l'origine, c'est vrai que ce livre part surtout d'une béance qui est celle du soin psychologique. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui se tournent vers le développement personnel sont des personnes en grande détresse, en très grand désarroi. Oui, vous donniez l'exemple poignant du décès de votre père, Judith. Eh bien, c'est le cas encore aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des déserts médicaux, parce qu'il n'y a plus de psychiatres, parce qu'il n'y a plus de psychologues, parce qu'il faut 2 ans et demi pour avoir un rendez-vous dans un CMP, que les gens se tournent vers ces méthodes faciles. Et ça me fait peur. Et je trouve ça extrêmement triste. Une société qui valorise en fait le self-care le fait aussi pour pouvoir se défausser de son devoir de soins ou son devoir de formation de soignant. Il y a derrière aussi un enjeu politique, non, Christophe André ? Oui, la politique, elle est partout. De toute façon, là, vous évoquiez tout à l'heure ce grand débat, mais qui existe depuis les origines pratiquement, de savoir si en s'engageant dans des efforts de transformation psychologique, on ne renonce pas pour partie aux efforts aussi de transformation politique et sociétale. Donc ça, c'était un reproche qui avait été fait, par exemple, par le communisme à la psychanalyse. Les communistes considéraient que la psychanalyse était une science bourgeoise qui détournait du désir de faire la révolution. Donc, le rêve, ça serait effectivement, mais ça, personne pour l'instant n'a pu démontrer le phénomène dans un sens ou dans l'autre, que le souci d'accomplissement, de développement personnel, d'une part, comme le disait Samuel, n'empiète pas sur le besoin d'être soigné lorsqu'il y a lieu, parce que ça n'est pas la même chose, effectivement, le développement personnel et la psychothérapie, ou en tout cas, en théorie, ça n'est pas la même chose. Parfois, c'est compliqué parce que, en fait, il arrive que après avoir soigné quelqu'un, moi j'ai eu ce cas de figure assez fréquemment, on aide quelqu'un qui est déprimé, on l'aide à se remettre, à se reconstruire, etc. Ça prend parfois du temps et effectivement, il vaut mieux, quand on est dans la situation d'une personne déprimée, aller voir un thérapeute compétent, correctement formé. Donc il ne faut pas avoir honte, par exemple, à lui demander ses diplômes. Là, souvent, les gens sont un peu inquiets, voient psychopraticien, énergéticien, je ne sais pas quoi, et qu'est-ce que c'est que ce machin ? Vous êtes psychologue, vous êtes psychiatre, il faut oser demander ça. Mais après avoir aidé les gens à sortir de leur souffrance et de leur pathologie, on peut s'apercevoir aussi que ça leur ferait du bien quand même d'aller plus souvent marcher dans la nature. On peut s'apercevoir que ça leur ferait du bien de faire du yoga, de s'occuper de bougies, comme disait Bérangère, etc. Et donc là, voilà, on change un tout petit peu de domaine. Alors on peut continuer de leur donner ces conseils-là. Donc je crois que les frontières théoriques sont claires et qu'en pratique, elles peuvent être floues. Alors, j'ai pas de réponse à ça. Moi, globalement et de loin, il me semble qu'une société où les individus ont la chance de pouvoir prendre soin d'eux, ça n'est pas le cas de toutes les sociétés. Effectivement, il y a des sociétés où la question qui se pose, c'est pas celle de la qualité de vie, mais c'est celle de la survie.
des sociétés très pauvres, des sociétés très violentes, des sociétés en guerre. On n'est pas, nous, on est des chanceux, on est dans une société démocratique qui nous permet de nous interroger sur nos équilibres intérieurs. Donc, il me semble que c'est une chance, mais effectivement, qu'il ne faut pas la gaspiller en la laissant aux mains de certaines personnes qui en font un mauvais usage. Mais là aussi, j'ai l'impression que nos sociétés, qui sont des sociétés marchandes jusqu'à en être malsaines, c'est quasiment inévitable que le développement personnel et la psychologie soient recyclés dans cette espèce de grande lessiveuse à faire du fric, à créer des désirs, des besoins, etc., etc. Pour revenir sur la politique, moi, il y a quelque chose, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui m'intéresse dans cette contradiction, c'est que aussi pour avoir le courage de se révolter, de vouloir changer le monde politiquement, il faut aussi s'aimer. Parce que le concept d'injustice présuppose qu'on se juge digne de justice. Non, Samuel Doc, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, bien sûr, il faut voir ce qu'on entend par justement s'aimer. Quand on parle par exemple de narcissisme en psychologie, on parle des assises de la personnalité. C'est ce qui nous fait tenir debout. Et je partage totalement votre opinion. Je pense que lorsque nous recevons des patients, enfin je parle en tant que psychothérapeute, notre premier objectif, c'est de permettre de les restaurer suffisamment sur le plan narcissique pour leur permettre de faire face à la succession de deuils auxquels les opposera l'existence. Et Julia Kristeva le dit très bien, elle dit « Celui qui ne se révolte pas est mort psychiquement ». Mais il faut être vivant psychiquement pour pouvoir se révolter. Et c'est là tout le paradoxe. Donc bien sûr que, y compris en psychanalyse, y compris en psychothérapie, on travaille sur cette notion-là, sur cette notion d'amour de soi-même, mais il s'agit de pouvoir cohabiter avec son histoire, avec ce qui nous a constitué en tant que sujet, avec nos manques, avec nos blessures, avec toute la vigueur de notre singularité. Et c'est ça, s'aimer soi-même. Ce n'est pas, peut-être comme dans le cas du coaching, une sorte de version béate de soi, très idéalisée et surtout très monolithique. On est un. En réalité, nous sommes des multitudes et c'est ça qui fait la force de notre humanité. Vérangère Krief, non, je vous vous voyez réagir. Non, mais c'est super intéressant. C'est vrai que moi, je repensais à mon parcours parce que j'ai fait beaucoup de développement personnel. En fait, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de connaître les diplômes des gens. Je ne les demande jamais, par exemple. Et donc, j'ai une espèce de confiance non pas aveugle parce que pour l'instant il m'est rien arrivé d'horrible et j'ai pas la sensation d'avoir été emportée dans un dogme ou dans une secte ou dans quelque chose qui m'aurait fait croire des choses tout ce que j'ai appris je le savais déjà, c'était comme si ça venait confirmer. Donc je suis cette personne qui par intuition, se guide assez bien. Mais j'entends complètement et j'en ai rencontré beaucoup en développement personnel, qui partent à droite, à gauche, et puis qui entendent des sons de cloche différents. Et pour moi, la vraie question, c'est connaître, je le disais tout à l'heure, comme un continent, se connaître comme un continent, mais c'est d'avoir son port d'attache, en fait, de savoir que voilà, là on est amarré, là je suis accroché, je pars pas dans tous les sens. Et moi j'en ai connu plein des gens qui et c'est ça qui est difficile aujourd'hui parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses et moi aussi. Enfin moi quand j'ai commencé mon stage, d'ailleurs j'ai suivi une copine. Moi je crois que j'avais passé une semaine en Ardèche à boire du jus de concombre. J'ai pas été déçue du voyage, mais j'ai vraiment suivi mon ami. J'ai eu au téléphone le coach, mais je ne sais pas d'où il vient, ce qu'il a fait, etc. Et c'est plutôt quelqu'un qui est assez éthique et voilà, j'ai eu beaucoup de bol. Mais c'est vrai que je suis partie comme ça, quoi. Donc j'en ai rencontré plein en 5 ans qui partent et puis d'un coup on les revoit, puis ils sont complètement... Ça a ouvert tellement de portes d'un coup qu'ils sont perdus. Donc effectivement, il y a des dérives. Pour moi, en fait, ce que je trouve aujourd'hui, par exemple, avec le monde dans lequel on vit, ou alors je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais d'un coup, bon, je suis quand même dans un monde où on vient de vivre le coronavirus, on arrive dans un truc avec l'Ukraine et tout, donc on part dans autre chose. D'un coup, il y a une espèce de conscience collective qu'on n'avait peut-être pas avant, qui nous pète à la tronche là, et en même temps il y a une invitation à aller à l'intérieur parce que si je suis pas forte à l'intérieur et que j'ai pas créé mon petit cocon, bah comment j'affronte ce monde qui semble s'écrouler tous les jours. Bon, comme il y a peut-être 20 ans, il y avait autre chose. Donc, non, mais c'est très juste votre remarque. D'ailleurs, le jour sur Google où on a enregistré le plus haut taux de recherche de prendre soin de soi, self-care, etc., aux États-Unis, c'était le jour de l'élection de Trump. C'est aussi quand le monde est hostile, on cherche... c'est à la fois positif et négatif quelque part, parce qu'on se referme aussi sur son petit cocon, sa petite vie à soi.
Mais le développement personnel, il peut être aussi un premier pas vers la thérapie, non? Ça peut aussi permettre de découvrir cet univers, la vie intérieure, la réflexion, l'introspection. Alors, moi, je serai clair sur ce point, mais peut-être que Christophe André aura une autre expérience et je serai tout à fait prêt à l'entendre. Mais j'ai quand même le sentiment que malheureusement, lorsque les personnes arrivent en thérapie, souvent, c'est qu'elles avaient déjà besoin d'une aide thérapeutique plus tôt, qu'elles ont cru les mauvaises personnes, qu'elles se sont mises dans des grandes difficultés. Vous parliez de la dépression et je trouve que c'est le meilleur exemple parce qu'on sait qu'une prise en charge rapide est fondamentale. Là, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a vraiment des applications sur smartphone de développement personnel, je ne les citerai pas parce qu'elles sont dangereuses, qui vous invitent à faire votre propre diagnostic de votre propre dépression. Et c'est totalement du développement personnel, hein, soyons clairs, ça ne se réclame pas de la psychologie ou de la psychiatrie. Là encore, il y a danger. Alors, voilà mon point. Oui, c'est grave, ce serait comme de dire trouve ton cancer. Enfin, là, on parle quand même d'une maladie vraiment sérieuse qui peut être mortelle, la dépression. Donc, il ne faut pas jouer avec ça quand même. C'est ce qui fait que je pense que c'est rare que le développement personnel, tel que je l'évoquais tout à l'heure, est rarement une introduction à un travail psychologique parce que c'est coûteux. En plus, une psychothérapie, c'est coûteux en temps, en argent, physiquement. C'est coûteux parce qu'il faut aussi aller vers soi, vers ses blessures. C'est pas rapide, c'est pas adapté. Il faut beaucoup de temps pour se rencontrer soi-même. Si tant est qu'il y ait un soi-même et pas cette multitude que j'évoquais tout à l'heure, ce que je crois, tout ça prend du temps et c'est très récalcitrant à cette société néolibérale où il faut consommer, se consumer pour devenir. La psychothérapie, c'est peut-être un des derniers espaces de résistance véritable. C'est ce que je pense. Même au-delà du développement personnel, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi, Christophe André? Ça veut dire qu'on ne fait pas seulement confiance aux circonstances extérieures ou aux autres, à tout ce qui est à l'extérieur de nous. On considère qu'il ne suffit pas que le soleil brille, que j'ai un métier sympa et que je vive en démocratie pour être certain d'aller bien. Il y a peut-être des choses dont je dois prendre la responsabilité, l'état de mes émotions. Bérangère disait tout à l'heure que c'est bien parfois de se mettre en colère ou de s'inquiéter. Et effectivement, nos émotions, elles sont là parce qu'elles peuvent nous rendre service. Mais à certains moments, on sait aussi qu'elles peuvent déraper. Si je suis en permanence en colère contre tout, même s'il y a effectivement des choses qui ne vont pas autour de moi, je vais quand même y laisser une énergie qui va me détourner de tout un tas d'autres choses. Donc prendre soin de soi, c'est finalement souhaiter disposer d'un tout petit peu d'autonomie personnelle par rapport à mon environnement. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas seulement, le soin de soi, c'est pas seulement être zen, être cool, être heureux, être gentil, être doux. Pourquoi pas, c'est très bien, les gens heureux, gentils et doux, moi j'adore, et j'essaie de l'être le plus souvent possible. Mais prendre soin de soi, c'est aussi se permettre de pousser un coup de gueule face aux gens qui abusent de nous. C'est aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, décider que je vais m'engager en politique parce que finalement, un bon paquet de mes colères, elles viennent de ce que je vois autour de moi, et donc j'ai décidé de le changer collectivement, etc. Donc ce soin de soi, c'est vraiment accorder de l'importance à ce que je suis en dehors et le dégager en partie ou ne pas le limiter aux influences que je reçois. Samuel Doc? Moi, j'ai tendance à rejoindre Christophe André et je dirais que prendre soin de soi, c'est déjà se parler, pouvoir parler, s'inscrire dans un mouvement. On a quand même la chance d'être une espèce animale prodigieuse qui dispose du langage et qui peut se représenter tout ce territoire inconnu de son être et de mettre des signifiants dessus. Je trouve ça merveilleux. Et finalement, Freud, Winnicott, les psychanalystes nous invitent à une seule chose, c'est à la créativité. Et je trouve que c'est une chance en fait, c'est une chance de pouvoir nous humaniser justement, que de pouvoir se parler. Prendre soin de soi, moi je crois aussi qu'à l'inverse des caricatures qu'on peut voir sur Instagram, c'est pas forcément faire des bougies et prendre des bains, c'est aussi être capable d'agir en adulte autonome, et c'est pas forcément glamour, ça veut aussi dire faire son ménage, faire ses courses, faire sa vaisselle, enfin c'est aussi ça, selon moi, prendre soin de soi, c'est de ne pas avoir besoin de 12 000 personnes pour tenir debout, pour ces choses aussi basiques. Et pourtant, on vit dans une société qui nous infantilise aussi de plus en plus. Avec des applications, on peut acheter du papier toilette en 10 minutes, où il est devenu complètement normal, à partir d'un certain niveau de revenus, d'avoir une personne qui fait notre ménage. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde aussi un petit peu... j'allais dire schizophrénique, mais c'est pas bien de stigmatiser la maladie mentale, mais un peu paradoxal.
Là, je voyais tout à l'heure je donne des exemples de titres de livres qui ne sont pas les miens. C'est un peu paradoxal, mais j'ai vu qu'il y avait un livre qui s'appelait Rêve ta vie en couleur. Alors, je crois que vous avez tout à fait raison de soulever le côté infantilisant dans cette société Walt Disney. Et sur cette question de la responsabilité, moi, je crois aussi que vous avez raison. Et d'ailleurs, pour Freud, la santé mentale, c'était être apte à l'amour et au travail, c'est-à-dire être capable de socialiser et être capable de subvenir à ses besoins. C'est ça, être en bonne santé. Donc, peut-être qu'on pourrait un petit peu revenir à ces choses simples et finalement assez nobles qui sont pouvoir se lier aux autres, pouvoir entrer en contact sur le plan social et pouvoir veiller à notre propre survie, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, comme on vit encore dans un monde capitaliste et donc dans la machineuse à pognon, comme disait Christophe André, je dois vous interrompre juste quelques petites secondes. On se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Je suis en la délicieuse compagnie de Bérangère Krief, Christophe André et Samuel Doc. Nous sommes en train de nous demander qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi. Alors comme j'ai sous la main des experts de l'âme humaine, j'ai quand même envie de vous poser quelques questions et vous demander est-ce que c'est vrai ce dicton de croyance populaire qui dit « ce qui nous tue pas nous rend plus forts ». Christophe André. Oula, j'ai consacré un chapitre à ça dans mon dernier bouquin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On l'attribue à Nietzsche, qui n'a pas écrit ça et qui n'a pas voulu dire ce qu'on lui fait dire. Il a écrit « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Il parlait de lui dans des circonstances spécifiques, mais on en a fait une sorte de dicton non seulement de la résilience, survivre à l'adversité, mais aussi de la croissance post-traumatique. C'est-à-dire, si je prends des gros coups sur la tête, du moment qu'ils ne m'ont pas désintégré, alors je serai plus costaud, mon crâne se sera épaissi et les prochains coups ne me feront pas mal. Mes patients détestent cette phrase parce que pour eux, en général, ce qui ne les a pas tués les a laissés écloper, endoloris, fragilisés, traumatisés. Alors ce sont mes patients, effectivement. Il y a des gens qui peuvent se nourrir de l'adversité. Je crois on a tous pu avoir cette expérience pour une raison simple, c'est parce que l'adversité nous contraint à réfléchir. Le bonheur nous fait du bien, on en a besoin parce que c'est un carburant pour affronter l'existence, mais au fond, quand tout va bien dans ma vie, quand il n'y a pas d'adversité, j'ai pas tellement besoin de me dire « merde, qu'est-ce qu'il faut que je change, quel effort je dois faire, etc. » C'est quand les choses se passent mal, en général, qu'on se met à réfléchir et après tout, pourquoi pas. Alors, je crois que c'est un peu l'essence de ce dicton, de cette phrase. Maintenant, il n'y a rien de plus agaçant que de s'entendre asséner ce type de remarques quand on est dans le pétrin. C'est un peu comme vous, quand vous racontiez que dans votre deuil, on vous demandait de faire du yoga. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes, mais qui sont... Mauvais timing. Ouais, mauvais timing, des sortes de tartes à la crème, et voilà, c'est ça qui les rend exaspérantes en réalité. Et alors, dans la vie, on ne doit pas seulement composer avec notre propre malheur, il faut aussi gérer le bonheur des autres, quand nous, on n'est pas forcément au top. Comment apprendre, je dis ça avec humour évidemment, mais comment apprendre à envisager les joies et les bonheurs des autres comme des promesses, des signes d'espoir, et nous comme des injustices, Samuel Doc? Alors ça, c'est une sacrée colle. C'est une sacrée colle. Comment faire aussi pour ne pas être envieux finalement? Comment faire pour revenir justement pour le coup à soi et se dire que ce que l'autre possède... Voilà, déjà. Exactement. Ce serait peut-être le début, effectivement, mais considérer que ce que possède l'autre ne me destitue pas de ce que moi-même je possède. Après, ça fait partie, là, encore une fois, d'un apprentissage humain, et c'est pour ça que là encore, je rejoins Christophe André sur la question des blessures. C'est exactement la même chose. Certaines personnes ont des choses que je ne possède pas. Certaines blessures nous marquent, ne sont pas forcément résolvables, ne sont pas forcément cicatrisables, mais encore une fois, on peut créer à partir de ces blessures-là, on peut les penser, on peut réfléchir et sortir quelque part de ces symptômes qui parfois nous font nous perdre. Bérangère Krief, vous qui évoluez vous êtes comédienne, vous êtes humoriste, artiste, vous évoluez dans un univers extrêmement concurrentiel, vous avez forcément dû apprendre à gérer ça. Oui, je le vis tout le temps. Enfin, en plus avec vraiment Instagram, c'est vraiment le temple de je me compare aux autres et j'ai envie de crever derrière mon écran. Et je me crée une réalité qui n'existe pas. Donc ça, je le fais très fréquemment. Moi, le truc qui m'a vraiment aidée, en fait, à en faire quelque chose, parce que je sois jalouse, que je me compare, j'essaye de déceler ce que ça veut vraiment dire derrière, en fait. Je vais gratter dans le terreau. Et
la notion qui m'a vraiment aidée, c'est de comprendre que quand j'étais touchée par quelque chose de l'extérieur, de par quelqu'un, que quelqu'un me touche ou que quelqu'un m'énerve, quelqu'un m'agace ou quelqu'un m'emmerde avec son bonheur, d'un coup, au lieu de me dire juste de m'arrêter à ça me fait chier, ben je me dis qu'est-ce que cette personne a qui est chez moi et qu'est-ce que ça réveille chez moi, et je prends l'autre comme un miroir, et ça a changé ma vie vraiment, de me dire cette personne m'agace, mais en fait ce qu'elle fait, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a la liberté de dire tout haut très fort, moi des fois j'ose pas, je suis là comme ça, et ben d'un coup elle parle fort, super, mais en fait j'aimerais être ça, où je suis comme ça mais je me l'autorise pas, et d'un coup au lieu de prendre l'autre comme un ennemi, je le prends comme un miroir, et ça m'aide énormément. Donc sur Instagram par exemple, je me dis si quelqu'un fait un truc, je me dis peut-être que j'ai envie de le faire, peut-être que moi je m'autorise pas à le faire. Du coup c'est un peu plus constructif que juste m'arrêter à l'agacement et à me dire bon, même s'il faut expier parfois, mais après il faut en faire quelque chose, quoi. J'imagine que dans l'autre sens, votre succès, parce qu'on peut le dire, vous avez quand même beaucoup de succès, ça a dû générer des jalousies. Moi, le succès, ça a été aussi le début de tout un truc, parce que en vérité, d'un coup, j'accède, je joue le spectacle que je voulais jouer depuis que je suis petite. Je suis dans la série qui cartonne en ce moment. Je vis l'expérience de la notoriété, donc que je sois avec ma mère dans un centre commercial ou en sortie de théâtre, on me reconnaît. Donc expérience hyper étrange. Et j'ai été très triste. Donc j'en ai fait une expérience, je me suis dit, ma mère me disait toujours mais les Dalida, les Mike Brandt, pourquoi ils se jettent par la fenêtre, pas alors ils ont tout et je m'étais toujours dit mais c'est vrai, comment ça se fait, et d'un coup je me dis là en fait si je devais cocher sur une liste tout ce que j'aimerais avoir, je l'ai, et pourtant je suis profondément triste, donc il me manque quelque chose, donc j'ai commencé à chercher, et je sais plus ce que c'était la question par rapport au succès. Gérer la jalousie, mais c'est intéressant ce que vous dites. Il vous manquait quoi du coup à ce moment-là? C'est-à-dire que j'avais tout mis dans mon travail, et que quand je rentrais chez moi, j'avais un chat qui me regardait, une pomme-pote dans mon frigo, et puis que ma vie intérieure était un peu triste en fait. Puis il vous manquait le manque aussi. Oui. Lacan disait l'angoisse, c'est le manque du manque. Je veux dire, on est dans des vies très très pleines, très remplies. Vous expliquez que tout à coup, dans votre vie, il n'y a plus rien à désirer. Vous avez obtenu exactement ce dont vous rêviez. Alors, bien sûr, on peut toujours mettre le désir au travail, mais c'est ce que vous dites. Vous dites, j'avais atteint quelque part cet horizon que je voulais rejoindre. Que reste-t-il après? Il faut recréer du manque pour qu'il puisse y avoir du désir. Oui, c'est vrai que j'avais atteint des objectifs, et puis d'un coup, on fait quoi? Mais après, la jalousie, oui, je l'ai évidemment. Après, moi, j'ai pas trop. C'est pas mon sujet, la jalousie, parce que je me dis j'essaye d'être gentille avec les gens qui sont jaloux, et que c'est peut-être la meilleure réponse. Je vais peut-être pas. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, je veux pas m'arrêter sur ma route. Tant pis. Mais moi, je suis jalouse aussi d'autres expériences, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai que la notoriété, ça a été et je le dis aussi, s'il y a des artistes qui nous écoutent, parce qu'il y a comme un graal de cette notoriété, et que d'un coup, quand on sera connu, tout ira bien. Je trouve que dans la fraîcheur de l'anonymat, il y a une créativité. Par exemple, là, c'est mon deuxième spectacle. Je sens que par rapport au premier, où j'étais c'était exponentiel, et j'avais une marge de progression qui n'était que qui pouvait que grandir. Et aujourd'hui, je regarde la jeune génération qui vit ça en me disant moi je suis sur une autre petite étape, et puis c'est pas la même chose. On a déjà un a priori sur moi ou quelque chose. Donc il faut profiter aussi de cette fraîcheur là et de cette liberté qu'on a quand on a tout à faire. C'est très bien que vous disiez ça. Ça me fait penser à cette chanson de Chopin. Cette chanson, on dit pas chanson, on dit sonate, je crois, pour Chopin, qui s'appelle ce morceau qui s'appelle Tristesse. Et j'ai appris très récemment, grâce à mon ami Zoé Sfez, que j'embrasse, que tout le monde a cru à l'instant où il a composé ce morceau qu'il faisait écho à un chagrin d'amour, que c'était une peine de cœur. Et en fait, non, il a composé cette sonate Tristesse parce que c'était la peine qu'il ressentait à ne pas parvenir à être le bon compositeur qu'il aurait aimé être.
Et je trouve ça hyper émouvant d'écouter ça en sachant ça. Non, c'est quand même assez bouleversant. On a envie de lui dire, Fredo, c'est bon, t'inquiète, quoi. Tout va bien. Tout va bien, quoi. Et ça me fait arriver à ma question suivante, qui est le rôle de l'art, en fait, dans le prendre soin de soi, prendre soin de son âme. L'art peut-il nous réparer, Samuel ? Oui, bien sûr. Je pense à Georges Braque qui disait l'art est une blessure qui devient lumière. Je crois qu'il n'y a rien de plus puissant, de plus fort. Ou à la psychanalyste Anne Le Bihan qui disait l'écriture vient en renfort là où l'abîme persiste. Voilà. Wow. Redites-la. Je vais la redire. L'écriture vient en renfort là où l'abîme persiste. Et je crois que quand on est, et je pense que Christophe André, vous serez d'accord avec moi, tous les chemins mènent à la créativité, tous les chemins mènent à l'art. Et c'est pour ça que dans mon dernier livre, je parle du privilège de l'ombre. Je crois que quand on a une angoisse, quand on souffre de mélancolie, et c'est très dur de dire cela a priori, mais c'est une chance. C'est une chance parce que tout à coup retentit un signal précieux qui nous invite à entendre que peut-être on se trahit, qu'on est en train de prendre un mauvais chemin et que ce chemin, le chemin véritable, c'est celui des mots, c'est celui d'une certaine forme de créativité. Moi, je pense que la créativité, c'est même pas forcément d'ailleurs pratiquer un art. Ça peut être faire son lit si on aimait tout son cœur, ça peut être être en lien avec les autres. Et ça, là encore, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans cette idée, mais tout part du symptôme, tout part de nos souffrances, sans quoi on n'est pas authentique et nos créations ne sont que des gadgets en toque dans une société consumériste. Christophe André ? Oui, je crois qu'il y a deux grandes choses nous consolent souvent dans la vie, en dehors des autres évidemment, c'est la nature et l'art. Et ça part dans deux directions opposées. La nature nous console énormément, marcher dans les bois, contempler les montagnes, se balader sur le bord de l'océan, ou être avec des animaux, ou les observer vivre tout simplement, ça nous fait un bien fou parce que ça nous réancre, ça nous réenracine dans notre animalité, quelque chose de très simple, de dépouillé de mots, d'évidence, c'est l'évidence de la vie. Mais il y a aussi, comme vous le disiez, l'art, parce que l'art nous rapproche de... L'art, vraiment, c'est quelque chose qui nous parle de fraternité. L'art, au fond, c'est ce qu'ont créé d'autres humains, qu'il s'agisse de musique, de peinture, d'écriture aussi. Et s'adonner à l'immersion dans des œuvres artistiques, au fond, c'est s'abandonner à l'humanité d'autres personnes, des personnes qui ont pu souffrir ou qui ont pu être heureuses et qui ont essayé de transmettre comme ça, parfois à des siècles de distance, de quelque chose de leurs émois, quels que soient ces émois. Et donc, à ce moment-là, encore très fortement, on se sent consolé. Consolé, c'est pas guéri, il n'y a pas de solution, mais quelque chose tout à coup s'apaise. Notre malheur est toujours là, notre détresse, nos manques sont toujours là, mais on se sent un petit peu mieux. Bérengère Krief, vous êtes un peu comme Frédéric Chopin. Ah oui, totalement. Je suis contente que vous vous en rendiez compte. Enfin, quelqu'un le dit. Si vous n'aviez pas traversé les épreuves que vous racontez dans votre spectacle, vous ne seriez pas l'artiste que vous êtes aujourd'hui. C'est ce que je pensais en écoutant Samuel. C'est vrai que j'ai la sensation, en fait, que ce que j'ai vécu me permet d'avoir du contenu, enfin, en tout cas, d'avoir de la matière, d'avoir vécu une expérience dont je peux témoigner. Et j'ai la sensation qu'on doit tous vivre des choses et que ça arrive pas parce que on n'a pas de chance, mais c'est que d'un coup, alors sur le moment, là c'est un spectacle, je parle d'une rupture d'il y a plus de 5 ans, donc j'ai eu le temps de maturer le truc. J'aurais écrit ça 2 ans après ou 1 an après la rupture, j'aurais raconté certainement pas la même chose, et c'est ce qui m'anime aussi dans ce spectacle, c'est de pouvoir raconter après coup un chemin une rupture très dure, la colère, la tristesse, l'effondrement, le choc, le déni, tout. Et puis à un moment donné, je me reconstruis tout doucement. Et c'est vrai que sans ça, d'ailleurs le garçon avec qui j'étais, qui m'a demandé en mariage, qui s'est délité juste avant, où j'étais en colère contre lui, mais je pouvais pas marcher. Un jour, je l'ai croisé sur le trottoir d'en face. J'ai traversé la rue. Je me suis cachée sur le trottoir d'en face, ce qui n'a aucun sens. Mais tellement je ne pouvais pas, je pouvais pas lui parler, quoi. Je veux dire. Et le chemin que j'ai fait, de comprendre pourquoi je m'étais retrouvée dans cette relation, pourquoi je m'étais retrouvée dans cette situation, quelle était ma part de responsabilité dans cette histoire, et pas juste de dire ah bah oui mais moi j'ai rien demandé et tout m'est tombé dessus. Et le chemin vers le pardon a été fait vis-à-vis de moi, vis-à-vis de lui.
Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Et chaque il est venu au spectacle ? Ouais, il est venu, ouais. Ouais, il m'a dit, j'avais un peu envie de pleurer. Mais non, on est très amis et on partage aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas se dire à l'époque. Et cette richesse-là du pardon et de... voilà, et grâce à cette histoire, j'ai quand même un spectacle... Je le remercie lui aussi pour cette histoire. Et je remercie tout ça parce que sans ça, alors je dirais quoi ? J'aurais rien à raconter, moi. Écoutez, je me suis mariée. Et voilà, super, fin de l'histoire. Non, mais c'est vrai que cette expérience-là, elle me permet beaucoup de choses. Donc, et aujourd'hui, quand il m'arrive des choses, j'essaye de me dire ça. Alors, pourquoi ça arrive ? J'adore, d'ailleurs. C'est un peu trop, mais pourquoi ce train est en retard ? Qu'est-ce que ça veut me dire ? Je réfléchis un peu. Est-ce qu'il est vrai que tout arrive pour une raison ? Je crois, mais alors je suis pas sûr. Il me semble que Freud avait une phrase, mais je sais pas si on lui a attribué à tort, parce que j'ai pas lu les œuvres complètes malheureusement, mais il disait: si vous sortez dans la rue et qu'un pot de fleurs vous tombe sur la tête, c'est de votre faute. Et j'ai toujours trouvé cette image très drôle, bien que tragique. Et je ne sais pas. En tout cas, en psychothérapie et en psychanalyse, on apprend quand même qu'on est à l'origine des choix que nous faisons et que nous pouvons désirer. Lacan le disait: on n'est jamais autant coupable que lorsqu'on transige sur son désir. Ça veut dire qu'on peut désirer, on peut savoir un petit peu ce pourquoi nous sommes dans nos intentions et dans nos rapports aux autres. Et moi, je trouve que ce que vous dites, Bérangère, de dire pourquoi les choses surviennent, je trouve que c'est déjà le début d'une réflexion, d'une pensée et d'un contact avec une altérité, justement. Christophe André ? Je pense un peu l'inverse de Samuel, mais je crois que c'est pas parce que les choses sont contradictoires qu'elles sont incompatibles. Il peut y avoir deux ordres de phénomènes. Non, je crois que le hasard existe, que parfois les choses arrivent sans qu'on puisse leur trouver d'explication, en tout cas sans qu'il soit nécessaire de passer un temps trop long à chercher à les expliquer. Il me semble que le plus important, c'est de se dire, ok, là, c'est le réel, c'est arrivé. C'est toute la philosophie, la psychologie de l'acceptation qui est souvent mal comprise. L'acceptation, c'est pas la résignation, c'est le consentement au réel. Le réel est ainsi, donc qu'est-ce que je fais avec ce qui s'est passé ? C'est pour moi, mais je pense qu'il y a des moments dans la vie où il faut se poser la question du pourquoi c'est arrivé, mais c'est assez souvent aussi pour moi l'importance de se dire maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce que je fais avec ça ? Samuel Doc, je vous voyais. Oui, je suis vraiment d'accord, et c'est pour ça que je tiens à nuancer ma réponse précédente, parce que je citais Freud avec humour, mais en fait le sujet se prête peu à l'humour, au sens où c'est vrai, et là c'est la psychanalyse que je vais critiquer et pas le développement personnel, donc plutôt mon bord originel, c'est qu'il est extrêmement dangereux de penser que l'individu est au centre et au cœur de tout ce qui lui arrive. Je veux dire, c'est la porte ouverte à certains discours qui ont été faits en disant que si une femme a été violée, c'est sa faute, c'est il est arrivé cet accident, est-ce qu'il y avait un sens ? Moi, j'ai un petit problème de santé depuis quelque temps. Je ne compte plus le nombre de fois où on m'a dit « tu somatises ». Et j'ai pu voir à quel point c'était abominable. C'est comme si mon corps produisait un discours malgré moi, qu'il fallait que je l'entende, alors que non, j'ai eu un accident qui a eu des conséquences. Donc oui, je vous rejoins totalement, Christophe André. Après, il faut en faire quelque chose, pouvoir mettre un sens, mais pas un sens implicite à ces événements. C'est plutôt construire un langage autour que de dire qu'effectivement, on mérite ce qui nous arrive. Je trouve que c'est d'une immense violence et c'est très dangereux. Est-ce qu'il est possible de vivre pleinement dans l'instant présent ? Si vous me demandez à moi, je vais vous dire, pleinement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est important régulièrement de vivre au présent. Là aussi, il y a un grand malentendu avec les histoires de développement de la méditation, vivre au présent, l'instant présent, gna gna gna, c'est un peu casse-pied, mais non, je pense que c'est une chance que nous soyons dotés d'un cerveau qui nous permette d'anticiper, qui nous permette de nous souvenir que c'est génialissime. Par contre, c'est un risque aussi pour passer notre vie à faire des projets, à attendre que des choses arrivent ou à ressasser ce qui nous est arrivé sans parfois se dire « Ok, mon vieux, allez, c'est bon, là c'est cool, tu te poses, tu respires, tu savoures. » Les projets, les regrets, tu verras après. Je pense que ce qui nous manque un peu aujourd'hui dans cette société qu'on évoquait tout à l'heure, qui est une société matérialiste, consumériste, compétitive, c'est de nous donner ce droit qui est de nous poser et de savourer juste ce qui est là. Ça ne fait pas une philosophie pour la vie tout entière, mais ça fait une philosophie pour certains moments de notre vie qui est très réparatrice, à mon avis. J'aimerais qu'on écoute un petit extrait d'une de vos très belles chroniques sur France Culture, Christophe André, justement à ce sujet. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 minutes à méditer. Nous allons parler aujourd'hui du bonheur de l'instant. Ce n'est plus d'être heureux que je souhaite, mais d'être conscient. Albert Camus, L'envers et l'endroit.
La méditation de pleine conscience nous encourage à être pleinement conscients de tout ce que nous vivons, nous encourage à ouvrir les yeux sur tout ce qui compose notre existence. Ouvrir les yeux plus grands permet de tout mieux voir les aspects tragiques de notre vie et de la vie humaine, mais cela, ce regard affûté sur le malheur, nous le possédons déjà, et de mieux voir aussi les aspects merveilleux et tout ce qui peut nous rendre heureux, et cela, nous le négligeons souvent. Les philosophes nous disent, et ils ont raison, que le seul bonheur possible ici-bas est un bonheur qui prenne en compte les éléments tragiques de toute vie humaine, que le seul bonheur possible ici-bas ne peut être un bonheur aveugle qui fermerait les yeux sur les souffrances et les malheurs, mais un bonheur lucide qui sait que le malheur existe et qui s'efforce, lui aussi, d'exister malgré tout. Pour traverser notre existence, inutile de vouloir à tout prix s'aveugler, mais plutôt s'efforcer de cultiver sa conscience du bonheur, de renforcer sa joie d'exister. Voici comment. Prenez conscience de ce qui compose votre expérience à cet instant. Souffle. Samuel Doc, c'est votre définition de l'enfer ? Ah, exactement, mais vous me connaissez bien, Judith. Moi, je suis en PLS. Voilà, il faut me venir en aide d'urgence. Je me dis que j'ai un problème, que je dois être pris dans mon propre symptôme. Et effectivement, dès que la séance de méditation a commencé, j'ai ressenti une très vive angoisse. Je sens la sueur couler le long de ma nuque. Je me dis non, je ne veux pas que ce savoir rentre dans mes oreilles. Non, je veux pas. Je veux être en phase avec les choses. Je ne veux pas de ce savoir. Je veux être libre. Mais j'ai essayé. Ouais. Sachez-le. Je fais une confidence. Je pense que mes lecteurs seront surpris, mais j'ai essayé et je pense que c'est chacun son truc, que moi ça ne réussit pas du tout et que c'est pas comme ça que je m'épanouis, mais je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes et tant mieux pour elles. C'est difficile, s'asseoir avec soi. Moi j'ai des périodes où j'y arrivais très bien. Et puis là, les derniers temps, alors aucune envie de m'asseoir avec moi. Alors vraiment, envie de faire tout un tas d'autres choses. Et là, ça revient un peu, mais c'est vraiment à faire rentrer un peu de silence et de calme à l'intérieur. Je visualise un vrai espace, quoi, avec un jardin, une petite maison, tout ça. Et des fois, j'y vais. Mais je suis entre vous deux, en fait. C'est ça. Non, mais ça, moi, je comprends parfaitement le nombre de patients qu'on a dû dissuader à Sainte-Anne de venir faire de la méditation et je me demande parfois certains jours s'il n'est pas supérieur au nombre de patients qu'on a acceptés. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie où c'est pas la méditation la solution, clairement, parce que il faut d'abord soigner certaines souffrances, certaines carences. Il y a des gens pour qui c'est pas leur truc. Ils ont d'autres façons d'être heureux, d'autres façons d'affronter leurs angoisses. Et puis, il y a des instants de nos vies où, même moi, j'ai pas envie de méditer. Donc, Scoop. Ouais, non, c'est pas vraiment un scoop. Non, mais quand même, vous êtes le spécialiste de la méditation. Non, je vous taquine. La méditation, c'est pas être en lévitation permanente, le sourire aux lèvres. D'ailleurs, il n'y a rien de plus agaçant que les gens qui adoptent cette espèce de posture, de rien ne peut m'atteindre, ce que j'appelle la zen attitude. Mais alors, je vais prendre un peu la défense quand même du truc, malgré tout. Et je crois que c'est facile de se moquer, on sort la petite pastille de France Q et puis on chambre un petit peu et de se moquer des gens qui méditent, mais je crois quand même sincèrement que il y a quelque chose qui s'accomplit en nous quand effectivement, même si c'est difficile, on se pose et on se dit ne fait rien d'autre qu'observer, ressentir. Voilà. Mais bon, après, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, ou je ne dis pas qu'il faut que tout le monde s'y mette, évidemment. Et c'est un peu comme le footing. Il faut commencer par 1 minute, 3 minutes. Si je cours demain, je vais faire 3 minutes bien. Puis après, 10. Et après, c'est vraiment un training, quoi. Faut pas le faire d'un coup pendant 1 heure. Puis il y a des jours où on n'a pas envie d'y aller. Il y a des jours, non. Vous faites, Christophe André, dans votre dernier livre, la distinction entre 3 types de chagrins que nous devrons tous affronter au cours de notre vie. Il y a d'abord les chagrins d'enfants, qui, si on a la chance d'avoir une enfance, entre guillemets, normale, sont vite vécus, vite consolés. Les chagrins d'ados, qui sont souvent des blessures d'ego et d'idéaux avec lesquels on se débat parce qu'on n'a pas encore la maturité psychique parfois pour les affronter. Et les chagrins d'adultes,
qui sont les chagrins irrémédiables, les deuils, pour lesquels, pour résister, il nous faut rester sensibles aux milliers d'autres bonheurs que vont nous apporter l'existence. Est-ce que c'est ça, quelque part, la maturité? Est-ce que c'est ça, être adulte? C'est accepter de se dire qu'il va y avoir une force qui va nous emmener quand même vers les ruminations, vers peut-être une forme de désespoir, et qu'il faut se muscler pour le bonheur, un peu comme on se musclerait pour faire du sport, qu'il faut entraîner son esprit à continuer à voir les belles choses. Oui, c'est mon sentiment. Je pense que la vie, le regard d'adulte sur la vie, c'est le jour où on comprend que la vie est dure, la vie est belle, et que ces deux affirmations sont vraies en même temps. La vie, elle est belle, c'est vrai, personne ne peut dire le contraire, mais elle est dure et personne ne peut non plus dire le contraire. Et quand on est capable d'intégrer ce qui ressemble à deux formulations totalement incompatibles et antagonistes, on a compris qu'on prendrait des claques et qu'il y aurait des caresses aussi, alors on peut commencer à avancer un peu plus tranquillement et justement sans négliger les bons côtés, les côtés merveilleux du fait de tout simplement être en vie. Toutes les personnes qui ont eu à affronter des maladies mortelles, qui sont passées à côté de la mort, en reviennent avec ce sentiment que juste être en vie, voilà, juste ce truc-là, même quand c'est merdique, même quand il pleut, même quand c'est la grève dans le métro, même quand j'ai mal aux dents, rien que ce truc-là, c'est quand même quelque chose de formidable. Bérangère Krief, on dit souvent que les humains grandissent un peu dans les deux sens, que pour avoir beaucoup d'humour, souvent, ça veut dire qu'on est aussi capable de beaucoup de tristesse et de mélancolie. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ? Moi, ma théorie sur l'humoriste, alors je parle de moi, c'est que moi, en travaillant sur moi, j'ai découvert la blessure d'humiliation. Quand j'étais petite, j'ai regardé le film L'Ours et ma maman s'est moquée de moi parce que je pleurais au générique. J'ai regardé le film toute seule, ça a été beaucoup d'émotions. Et quand elle est arrivée pour éteindre la télé, je pleurais devant le générique. Donc elle a trouvé ça marrant, effectivement, que je pleure devant des noms qui défilent. Mais ce chagrin, il a été hyper heurtant pour moi parce que je me suis dit, donc en fait, quand je suis triste, on se fout de ma gueule. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux pas du tout être triste. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler le rire. Bon, je serai humoriste, comme ça, les gens, ils riront comme moi, j'ai décidé qu'ils rient. Donc, j'ai fait tout ce travail-là. Et en fait, pour mon premier spectacle, j'ai vraiment fait ce truc de dire, je suis marrante. Et j'avais un auteur, on écrivait, et le but, c'était d'être drôle. Et ça m'a mis une pression égotique, mais... Je jouais avec un trac de fou. Plus j'avais du succès, plus j'avais peur que les gens découvrent que en fait c'était nul. Et j'étais cachée derrière ce masque de fille hyper drôle tout le temps et qui faisait des vannes que j'écrivais même pas. Donc quand j'étais invitée sur un plateau de télé, j'avais peur que les gens découvrent que j'étais en fait juste quelqu'un qui parlait normalement, sans avoir besoin de toujours faire des blagues. Donc ça a été un enfer, enfermé dans ma carapace. Et plus j'ai avancé dans le truc, il a fallu que je me libère. Et ce spectacle-là, je m'autorise à vivre d'autres émotions, à les montrer, ce qui a été difficile parce que être dans une émotion sincère j'ai été très triste parce que j'ai été quittée, etc. Ça a été déposer le masque. Alors je l'ai fait un peu déjà dans ma vie, donc ce qui fait que dans le spectacle ça a été autre chose, mais c'est des émotions que j'ai pas montrées, que ma famille est venue voir en spectacle. Et cette vulnérabilité, elle m'a apporté tellement plus grand que juste faire rire. Et pourtant, j'ai toujours plaisir à faire rire. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Mais d'avoir ouvert à d'autres facettes et de les avoir proposées dans ma vitrine, ça a été très apaisant. Donc, j'ai la sensation que les humoristes sont un peu de ce bois-là. Et qu'en vieillissant, en plus, je trouve que l'humoriste vieillit pas très bien. En fait, en vérité. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, à vouloir être drôle, j'ai l'impression que les gens voient que le masque s'abîme et puis qu'ils se disent, mais il y a quelqu'un derrière ce truc que j'ai envie de voir. Et puis en fait, on veut pas du tout montrer parce qu'être autre chose que drôle, c'est le danger. Enfin, c'est mon analyse, mais c'est vrai que des choses à dire. Non, juste par rapport au fait, effectivement, qu'à un moment donné, on a l'impression que les acteurs comiques ont envie de se mettre à jouer des rôles un peu tragiques ou douloureux. On avait vu ça avec Coluche à l'époque, mais je pense que c'est quelque chose d'un peu universel. Ils veulent étoffer leur... c'est pas une volonté, mais je crois que c'est tellement plus agréable, en fait. Moi, ce spectacle-là, je traverse plein d'émotions dedans. Amour, le dernier. Amour.
je le traverse avec toutes les émotions, de la tristesse. Parce que c'est pas poète-poète, oui, voilà, on passe par toutes les émotions. Et exactement. en fait, c'est vraiment un voyage dans les émotions. Et en fait, j'adore ça. En fait, presque les moments tristes sont hyper libérateurs pour moi parce que d'un coup, je peux dire aux gens, bah voilà, il y a rien, je suis cachée derrière rien. Et le truc est un peu plus pur. Et je pense que c'est pour ça aussi que d'un coup, on se regorge d'un rôle plus dramatique. Parce qu'en fait, en vérité, c'est tout ce qu'il y a derrière qui est caché dans un petit placard. Et parce que la vie est comme ça, de toute façon. Oui, et donc, on est beaucoup plus sincère, sans doute, dans ces moments-là. Ouais. Et ça casse la carapace et l'armure, quoi. On a beaucoup parlé de prendre soin de soi. Comment est-ce qu'on peut essayer de bien prendre soin des autres, Samuel Doc ? En les écoutant. En les écoutant d'abord, en écoutant ce qu'ils ont à nous dire et en n'attendant pas forcément notre tour de parler. En étant dans une présence, le psychiatre Jean Houry parlait d'une veillance, en étant toujours dans cette veillance-là, c'est-à-dire une vigilance attentive, méticuleuse. Être là au bon moment, ça peut parfois sauver la vie. Et c'est au quotidien, c'est pas simplement avec nos amis, c'est pas simplement avec nos proches, c'est en essayant d'être profondément, viscéralement attentif à ce qui se joue autour de nous, en se tenant à l'écoute. Et c'est ça le commencement, je crois, vraiment du prendre soin. C'est cette présence. Christophe André, prendre soin des autres. Oui, j'aime beaucoup ce mot-là que Samuel vient d'utiliser, la présence sincère, parce que parfois, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on n'a rien à conseiller, mais on sent qu'il ne faut pas se débiner. Et il faut essayer d'être là de notre mieux, de la façon la plus juste possible. Alors après, prendre soin des autres, évidemment, en tant que soignant, que ce soit Samuel ou moi, ou même Bérangère, finalement, qui fait du bien aux autres. À sa façon. Que vous en rendiez compte, mais c'est vrai. Non, je le prends comme un soin de le faire. Je crois que ça fait partie des boulots dans notre société qui offrent quelque chose de bon aux autres. Alors ceci dit, il y a aussi les boulangers, etc. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui prennent ou qui font du mal. Mais prendre soin des autres, j'allais dire, c'est pour ça que l'histoire de prendre soin de soi, moi, je considère que c'est quelque chose d'important parce que ça va être un facilitateur du fait de prendre soin des autres. Alors, on peut prendre soin des autres en mal. Moi, ça m'est arrivé, de faire des consultations, à des périodes de ma vie où j'allais pas bien et je faisais de mon mieux. Je crois que c'était pas si mal que ça, mais je crois que sur la durée, j'aurais pas pu avoir toute une carrière de soignant si j'avais pas pris soin de moi et si je n'avais pas été attentif à mes équilibres intérieurs. On peut tenir le coup sur une courte période et par contre, sur une longue période, on n'y arrive pas. Et donc, on pourra moins donner si on ne se donne pas. Voilà un petit peu ce que je pense. Et je crois aussi qu'il faut se méfier du conseil. Quand on a quelqu'un en face à soi qui est triste ou qui est dépassé, on aimerait pouvoir le sauver ou l'aider ou trouver une formule magique. Mais souvent, soi-même, quand on n'est pas bien et qu'on nous donne des conseils, ça agace. Ça agace. Oui. Parce que ça met un agir quelque part. C'est le yaka faucon, vous savez, ce yaka faucon qui est justement au cœur du développement personnel qui nous réunit aujourd'hui. Il suffit de faire quelque chose. Par exemple, moi, j'accueille beaucoup de personnes déprimées en consultation et systématiquement, on leur dit, mais vois le verre à moitié plein, quid de la volonté, remue. Et je me souviens avoir entendu une interview de vous, Christophe André, vous en parliez très bien, c'est qu'une personne mélancolique ne peut pas. C'est pas du tout une question de volonté. Donc, Judith, oui, je partage votre point de vue, le conseil n'est jamais très aidant. Et je compléterai ma réponse précédente en disant qu'on rencontre l'étrangeté de l'autre en rencontrant aussi d'abord celle qui nous est propre. C'est-à-dire que la méconnaissance de l'autre nous fait peur d'abord parce qu'on se méconnaît soi-même. Et quand on ne sait pas quoi dire, parfois il faut oser peut-être prendre la main ou faire une accolade ou qu'est-ce que vous en pensez? Que faire quand on n'a pas les mots? Le geste barrière déjà. Non, oui, parfois. Moi, je sais que, par exemple, j'ai été, surtout quand j'étais dans ma période de développement personnel à Donf, j'ai donné des conseils, j'ai dû être insupportable, mais vraiment parce que j'avais tellement envie que l'autre vive l'expérience que moi j'avais vécue. J'écoutais pas du tout, j'étais pas du tout dans une bonne écoute. Et effectivement, à un moment, ça s'est calmé et effectivement, parfois, il y a pas de mots. Moi, j'adore. Je trouve que parfois, un gros câlin, c'est vraiment le seul truc. Et parfois, ça m'arrive dans des. Moi, j'adore écouter les histoires et de vouloir aider. Et parfois, j'apprends à me taire, à dire une main, une présence. Et c'est vrai que ça va être dans un silence qui va être plus fort que des mots.
Mais nous, on n'a pas le droit. Nous, on a l'interdit de toucher et qui structure nos pratiques. On a interdiction de toucher nos patients et c'est parce qu'on ne les touche pas que tout peut être dit. C'est ça la difficulté, c'est que parfois on voit vraiment des gens. Je pense que dans notre pensée, on a parfois presque envie, on s'imagine. Didier Anzieux disait, il le disait lui-même, un immense psychanalyste, il disait lorsque je vois un patient s'effondrer devant moi, j'aimerais, j'imagine que je le prends dans mes bras et c'était vraiment encore une fois un ponte de la discipline. Et il voyait le simple fait d'y penser, d'y concentrer une véritable intention. Il disait qu'il avait le sentiment de voir déjà le patient se redresser face à lui. C'est-à-dire que déjà une intention profonde de considération à l'autre, c'est déjà un premier étayage. Et le fait est que si on ne touche pas le patient, si on ne réagit pas par le corps, si on ne met pas un agir, on lui montre que par la parole, il va avoir la ressource en réalité de se redresser et de mettre des mots là où ça lui semble totalement impossible. Et je crois qu'il y a quelque chose, j'en parle beaucoup dans les chemins de la thérapie, d'absolument magique là-dedans. Et j'ose ce terme singulier, c'est magique de voir comment deux personnes, à travers leur langage, simplement dans la présence à l'autre, peuvent se redresser sans aucun appui tangible et matériel. Christophe André ? Oui, enfin, moi j'ai eu par moments dans ma carrière de soignant, j'ai eu besoin de toucher mes patients à un moment donné. Voilà, c'est pas normalement on doit pas le faire effectivement, mais voilà, de faire le tour du bureau, de poser ma main sur l'épaule, de prendre les mains du patient ou de la patiente dans mes mains et c'était plus fort que moi, mais je l'ai fait avec parcimonie, c'était un peu exceptionnel, mais sinon, alors c'était sans doute pour faire cesser ma propre souffrance. Je crois que les patients étaient touchés quand même par ce côté spectaculaire du psychiatre qui vous prend vos mains dans les siennes et que voilà. Par contre, pour revenir à l'histoire du conseil, c'est vrai que parfois on a le bon conseil, ou ce qui nous semble être le bon conseil, et quand on est thérapeute, on sait qu'il faut se taire. C'est parce que, vous voyez, vouloir aider quelqu'un qui est malheureux, qui est dans la peine, dans l'angoisse, c'est faire intrusion dans son chagrin ou dans sa tristesse. On a quelqu'un qui s'est enfermé, qui a fermé les volets, tiré les rideaux, fermé la porte, qui s'est mis la tête sous la couette, et on vient l'emmerder en lui disant non, c'est pas bien. Tout ça. C'est pas bon tout ça, tu vas faire autre chose. Et il faut comprendre que c'est une intrusion qui parfois n'est pas au bon moment. Et à d'autres moments, on dit des choses toutes simples. Alors ça, combien de fois ça m'est arrivé? Je raccompagne un patient sur le pas de la porte, je lui dis 2-3 trucs, mais tout bête. C'est prenez soin de vous, on va y arriver. Enfin, des trucs d'une banalité totale. Et 3 ans après, le patient me dit, vous savez, le jour où vous m'avez dit ça, ça m'a sauvé la vie. Ah, waouh! Mais on l'a pas fait exprès. On disait ça parce qu'on savait pas trop quoi dire. Donc, ces histoires de conseils, effectivement, mais traditionnellement, effectivement, les psychanalystes ne conseillent pas, et même les comportementalistes, c'est pas tout à fait des conseils, c'est des sortes de stratégies. Ils encouragent le patient à tester des comportements différents. On dit jamais faites ça, tout ira mieux. On dit si on essayait de faire ça et qu'on regardait ce que ça donne. Voilà, on va faire ce test et vous me direz la prochaine fois. C'est pas le conseil du haut de nos certitudes, hein, c'est vraiment autre chose qui se passe. Après, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas oublier que même Freud, à la fin de sa vie, le faisait. Il était très interventionniste en séance. On sait, Sarah Chiche en parle très bien dans son livre Histoire érotique de la psychanalyse. Elle montre que c'était même un marieur qu'il pouvait orienter les consultations pour arranger certains mariages. Il intervenait. Et moi, je crois qu'il est parfois... Il faisait se maquer entre eux des patients. C'est un peu l'idée. Faut lire son très beau livre. Faut lire son très beau livre. Mais c'est vrai que moi, je pense, et c'est pour ça que je parle de thérapie dans mon dernier livre et pas de psychanalyse, c'est que je pense qu'à certains moments, le silence est dangereux. À certains moments, le silence est dangereux. Orienter vers un psychiatre quand on est face à un état extrêmement décompensé, c'est nécessaire. Et sinon, si on ne le fait pas, on frôle... Extrêmement décompensé, ça veut dire quelqu'un qui va très mal, voilà, très effondré. C'est de la non-assistance à personne en danger. Il y a des moments où le bon sens, ça existe, peut nous conduire à intervenir. Moi, j'avais un patient qui me disait « Oui, demain, je vais pas au boulot. » Et je savais qu'il allait le faire. Je ne dis rien, etc. J'ai dit « Allez voir votre médecin, mettez-vous en arrêt, mais ne vous mettez pas plus en difficulté. » C'est-à-dire, c'est juste du bon sens. Vous voyez, j'ai pas le sentiment de trahir la pensée de Freud, de Lacan ou quoi. Par moment, et là je critique encore une fois plutôt mon bord, je crois que le silence peut s'apparenter à de la non-assistance à personne en danger, peut être extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans mon livre. Juste pour faire un tout petit éclaircissement, vous, Samuel Dock, vous définissez comme un psychanalyste, mais c'est une discipline qui a énormément, qui a eu du mal à évoluer quand même très récemment, et qui est souvent très critiquée pour son rapport aux femmes. On connaît par exemple les définitions des différents
orgasmes de Freud. Vous êtes quand même dans une branche un peu dissonante, non, de cette psychanalyse. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, tout à fait. Quand tout à l'heure, précisez-le bien, et c'est important pour moi, surtout que tout à l'heure, quand vous avez présenté mon avant-dernier livre, vous avez dit éloge indécent de la psychanalyse. J'ai dit indécent. Et je suis indocile. Indécent, je sais pas dans tous les contextes en tout cas, mais surtout indocile. Oui, je suis très réfractaire. Effectivement, vous avez raison. Certains psychanalystes encore aujourd'hui font beaucoup de dégâts quand ils accueillent des patients homosexuels, notamment. Il y a encore des phrases comme avez-vous essayé les femmes, par exemple. Il y a encore des notions de perversion qui me dépassent totalement. Là où c'est extrêmement rassurant tout de même, Judith, et je sais que ça vous intéresserait beaucoup, c'est qu'aujourd'hui il y a quand même des laboratoires de recherche qui sont à la pointe sur la question du genre, sur la question du féminisme, sur la question de la transidentité. Moi, j'ai une modeste charge de cours à l'Université de Paris où travaillent Laurie Lofer, Tammy Ayouch et des personnes qui sont vraiment des psychanalystes de combat, qui visent à renverser, je crois, la version hétéronormée, normalisante, pathologisante de la psychanalyse. Et oui, moi j'ai un doctorat en psychopathologie, en psychanalyse, et je suis psychoclinicien et psychothérapeute, mais je garde un discours éminemment critique à l'égard des dérives de la psychanalyse. Vous parliez des femmes, il faut voir le concept d'hystérie quand même, qui à un moment donné a surgi dans l'histoire de la pensée. Tout ça, ça doit être repensé. Pour autant, remettre le langage au cœur de nos vies, créer un espace où tout peut être entendu, où tout peut être dit, ça c'est extrêmement précieux et c'est en ça que je continuerai de défendre la psychanalyse. Alors j'ai une toute petite dernière question pour vous tous. Après, hélas, on va devoir se quitter, même si c'est un bonheur de vous écouter. Donc, comment savourer un bonheur quand il se présente à nous ? Moi, je donne une réponse hyper cucu. Vas-y. Je peux. Allez-y. Je peux. Moi, je sais que je suis heureux quand je suis dans les bras de mon compagnon et que je ne voudrais être nulle part ailleurs à cet instant. Et il y a une sorte d'évidence. Et vous parliez de l'amour de soi-même. Moi, c'est l'amour de lui qui me vient. Le fait que je suis éminemment bien, qu'à cet instant, je voudrais être nulle part ailleurs. Et alors, j'expliquais en rigolant tout à l'heure, mais en respectant vraiment le travail de Christophe André, que j'ai du mal à méditer. Mais là, tout à coup, je m'apaise. Et finalement, est-ce que la plus belle des consolations et est-ce que le plus beau des remèdes à nos maux face à ce monde sinistré, zémourisé, guérisé, c'est pas l'amour de la personne qui nous est la plus proche. Moi, en général, je me dis, écoute, quoi qu'il te soit arrivé avant, quoi qu'il t'arrive ensuite, même il y a eu beaucoup d'ennuis avant, il y aura sûrement plein d'ennuis après, là, tu y es. Alors respire, fais descendre ce truc le plus profondément en toi. Garde-le dans ta boîte au trésor, garde-le dans ta mémoire, parce que là, vraiment, tu as besoin de rien de plus que ce que tu es en train de vivre. Oh, waouh. Moi, je suis en train de vivre le truc, là. Non, quand il y a un bonheur comme ça, avec mon meilleur ami, on dit, c'est comme dans la scène d'Amélie Poulain. À un moment, elle traverse le Pont Neuf, je crois, et la voix off de André Dussolier dit Amélie a soudain le sentiment étrange d'être en harmonie totale avec elle-même. Tout est parfait en cet instant. La douceur de la lumière, ce petit parfum dans l'air, la rumeur tranquille de la ville. Elle inspire profondément et la vie lui paraît alors si simple et si limpide qu'un élan d'amour, comme un désir d'aider l'humanité entière, la submerge tout à coup. Elle marche, la lumière est belle, enfin, tout est parfait, quoi, et elle a fait des trucs, elle est contente d'elle. Et donc, on appelle ça ce moment Amélie Poulain. Et quand j'en vis, je crois que je me, comme un bon dessert, en fait, je le mange, je me dis, oh, c'est trop... là, on en a parlé, j'ai l'impression d'en vivre un. Et je me dis, et en fait, je me suis rendu compte que je fais rien. En fait, je me dis juste, prends le shot, quoi. Prends le shot. Et ben voilà, ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup, merci. Un grand merci à nos invités, Bérangère Krief, Christophe André et Samuel Doc. Un grand merci à vous qui nous écoutez. Merci à notre chargée de production, Charlotte Bex. Merci à notre réalisatrice, Alice Nina. On peut plus rien dire. C'est le nouveau podcast de Binge Audio, tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, mes petits amis, on se retrouve mardi prochain pour un petit tête-à-tête avec l'un de nos chroniqueuses et vendredi prochain pour un nouveau débat. Et d'ici là, mes chers amis, ne l'oubliez pas, à cet instant, nous sommes vivants. On peut plus rien